Bonjour, donc j'imagine qu'on peut reprendre la conférence. Donc, il est 13h35. Merci beaucoup d'être venu présenter à la conférence. Et donc, je vais vous laisser la parole et vous présenter vous-même. Donc, voilà. Alors, bonjour tout le monde. Alors, il me fait plaisir d'être ici. Mon nom est Michel Rio. Je suis professeur à l'École de technologie supérieure, mais je suis aussi conseiller spécial au Centre d'expertise industrielle de Montréal. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai utilisé le fond d'écran, là, la page présentation. Ma présentation va être assez courte, donc j'espère qu'on va avoir un peu de temps pour les questions. Ça s'appelle équipement en tant que service, plus intelligent qu'une location. Donc, vous allez voir pour moi l'équipement en tant que service. Donc, c'est un peu un prolongement du software as a service qu'on connaît bien, mais on peut appliquer ça, dis-je bien, dans le milieu industriel pour fournir des équipements en tant que service. Alors, juste pour, peut-être un petit peu ceux qui ne me connaissent pas, j'imagine que plusieurs ne m'ont jamais vu, je n'enseigne pas à tout le monde. Donc, je suis un prof, j'ai travaillé une dizaine d'années avant d'être prof, donc dans l'industrie, j'étais ingénieur, j'étais gestionnaire. Ça fait 20 ans que je suis prof permanent à l'ETS. Et puis, je suis aussi un consultant à temps partiel. Depuis déjà un an, je travaille avec le CII Montréal, à temps partiel pour les aider à faire toutes sortes de projets de développement, des activités, des ateliers qu'on fait. Je suis aussi un cofondateur. Là, on est en train de faire une nouvelle maîtrise directement dédiée à entreprise numérique à l'ETS. Donc, je fais partie de ça. Et je m'occupe d'un je fais partie du numérique. C'est un laboratoire de recherche. Et dans ce laboratoire-là, il y a un petit sous-groupe. Numérique, c'est gros. On est plus qu'une douzaine de profs, 12, 13. Mais on est deux, trois qui faisons le petit groupe de recherche-action en transformation et innovation numérique. Donc, c'est moi qui est un peu le leader de cette petite gang-là. Alors, en pratique, allons-y doucement. De contexte de façon générale. Donc, ce matin, j'ai bien aimé, j'ai écouté toutes les conférences, toutes, oui, effectivement, presque toutes, sauf celle qui était à option. Et j'aimais retrouver des choses. Moi, je commence large. On va commencer sur un contexte québécois. Donc, la première chose, c'est que c'est pas d'hier. Alors, on a des problèmes de productivité au Québec. Problèmes de productivité qui, évidemment, vont pas mieux ces temps-ci, mais principalement, on pourrait dire que le gros des facteurs, c'est un manque d'investissement. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissement au Québec comparativement à d'autres pays ou d'autres provinces. Évidemment que la pénurie de main-d'œuvre a exacerbé ce problème-là. Si on regarde la pyramide des âges, déjà, on avait, je prenais une pyramide de 71 comparativement à 2021. On voit qu'effectivement, à une certaine époque, il y a longtemps, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes et moins jeunes à entretenir, entre guillemets. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment rendu dans un cadre extrêmement différent de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On est passé, évidemment, à beaucoup moins de monde qui travaille et cette pénurie de main-d'œuvre, elle est chronique. Donc, il ne faut pas penser qu'elle va se régler dans 2, 3 ans, loin de là. Donc, c'est une pénurie de main-d'œuvre chronique. Alors, qu'est-ce que ça nous amène en plus? Ça fait qu'il y a moins de main-d'œuvre. Les entreprises ont de la difficulté à recruter, perdent de la capacité. On va voir ça plus en détail tout à l'heure. Et le pire, c'est que ces entreprises-là pourraient bien investir dans de la technologie pour consommer moins de main-d'œuvre, pour faire le même travail ou pour faire beaucoup plus de travail avec la même main-d'œuvre. Mais malheureusement, plusieurs entreprises, moi j'en rencontre beaucoup avec le CEI Montréal, alors je suis en contact avec plein d'entreprises et il n'est pas rare qu'on entende qu'il n'y a pas de fonds pour investir massivement là, dans des équipements comme ça. Alors, sachant que ça, c'est notre contexte, qu'est-ce qu'on va se dire? Alors, premièrement, moi, j'ai peut-être fait un petit peu le palmarès de ce que j'entends. Je vois beaucoup d'entreprises, donc autant par mes étudiants gradués, il y en a beaucoup qui font leur projet de maîtrise ou de doctorat en entreprise. La première chose, depuis au moins, je dirais, un an ou deux, là, mais depuis un an, c'est particulièrement critique, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça, pénurie de main-d'œuvre, ça fait mal. Directement, ça occasionne un manque de capacité. Donc, manque de capacité engendre multitude de problèmes. Évidemment, la productivité devient plus faible et la rentabilité aussi, parce que dans un contexte comme ça, bien des entreprises roulent un peu carré, je dirais, en mode un peu dégradé. Il manque d'argent, nécessairement. Ce n'est pas la façon la plus payante de fonctionner dans ce contexte-là. Et puis, évidemment, ce serait facile de dire, si tu n'as pas de main-d'œuvre, paye les dons plus cher, tu vas finir par en recruter. Malheureusement, quand on roule en mode dégradé, c'est peut-être là qu'on n'a pas d'argent pour faire des surplus, là, pour payer de la main-d'œuvre plus chère.
Et puis, ben, dans certains cas, dis-je bien, on me dit, on n'a peut-être pas les meilleures technologies, il faudrait peut-être être capable de plus automatiser, mais dans tous les cas, ils sont mal pris parce que ben, ils ont une contrainte de CAPEX, là, donc de Capital Expenditure. Ils ne peuvent pas faire des investissements comme ils voudraient bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hein? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Moi, j'aime dire, regardons les problèmes plus en détail. Donc, on a dit manque de capacité. Alors, manque de capacité, nécessairement, ben, c'est en lien direct avec la pénurie de main-d'œuvre. Hein. S'il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre, il y a bien des entreprises qui pourraient fonctionner beaucoup plus facilement. Il y aurait beaucoup de problèmes qui seraient évités. Malheureusement, la pénurie, on l'a dit, elle est chronique. Alors, étant chronique, ça ne va pas fonctionner. Si on regarde une autre cause un peu plus profonde, le manque de technologie. Donc, le manque de technologie, ça engendre deux choses. D'une part, ça fait que, comme on a moins de technologie, moins d'automatisation, ça oblige d'avoir plus de main-d'œuvre. Et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, nécessairement, ça ne va pas bien. Évidemment, ce manque de technologie-là fait qu'on manque de capacité parce qu'on pourrait avoir de la capacité plus facilement avec des équipements là, qui offrent une meilleure productivité. L'incapacité de payer les salaires, on l'a dit, ça fait que ben, c'est une des causes qu'on a de pénurie de main-d'œuvre, bien que même si tout le monde payait les employés plus cher, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'employés pour faire le travail à faire. Donc, on peut bien faire des surenchères, mais en bout de compte, il n'y aura jamais assez de monde pour faire tout le travail. La productivité et la rentabilité qui est faible, ça, c'est sûr que le fait qu'on n'a pas des bons équipements, ben, nécessairement, c'est une conséquence directe. On n'est pas. Bon, sachez que je suis un ingénieur industriel, moi, de formation, donc c'est sûr que j'ai toujours un point de vue assez génie industriel, mais pas besoin d'être un grand sorcier pour comprendre que mauvais équipement de production, peu performant, ben, nécessairement, ça fait peu de rentabilité. Et avec ça, hein, la cascade qu'on voit. Et à la base de tout ça, ben, c'est toujours pareil, c'est qu'on manque d'argent. Si on avait de l'argent, ben, on pourrait acheter n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut être performant pour avoir de l'argent. Et ben ça, c'est un cercle un peu, hein, c'est un cercle, on pourrait dire qu'on retombe toujours dans le même problème parce que tous les problèmes qu'on a, ça finit toujours, c'est parce qu'on manque d'argent. Et on manque d'argent, mais on ne peut pas acquérir les équipements, on ne peut pas acquérir les équipements, on ne peut pas être performant, on ne peut pas être performant, c'est pas payant, et puis on est pris. Alors, une des bonnes questions, c'est on se sort comment de tout ça? Alors aujourd'hui, c'est bien clair que j'espère qu'une partie de notre problème de pénurie de main-d'œuvre va se régler par l'immigration, mais j'ai un grand soupçon qu'on ne va pas tout régler ça de cette façon-là. Donc, moi, je suis de ceux Monsieur Rioux, je m'excuse de Oui. vous interrompre. On ne voit pas votre présentation. Je ne sais pas si vous avez commencé à la partager, mais on ne la voit pas. Wow, OK. Juste un instant. Oui, effectivement, il faut absolument partager ça. Je suis désolé. Juste un instant. J'étais organisé tout à l'heure, puis en faisant une petite pause. Bon, ben écoutez, est-ce que là, vous la voyez? Oui, tout à fait. Oui, puis vous voyez la bonne fenêtre, là, oui. Bon, ben écoutez, peut-être juste, je vais reprendre ça en 2 secondes. Donc juste dire, ben, en fait, à 100 000 à l'heure, je trouve ça un peu bizarre qu'on. OK, vous auriez dû nous le dire avant, hein, parce que j'avais des belles images. Alors, j'étais parti avec la page de CEI Montréal. Alors, j'ai dit qui j'étais. Hein, on a dit que notre pénurie de main-d'œuvre, c'est parce qu'on n'était pas assez équipé. Bon, on ne travaille pas toujours à la main. On a vu un petit peu notre pyramide des âges qui n'allait pas bien et il manque d'argent. Donc, tout ça pour dire les problèmes que j'ai mentionnés. Et quand on fait un peu l'analyse de cause de tout ça, je suis un gars de maintenance à la base, moi. Donc, j'aime bien faire l'analyse de cause. Donc, c'est un peu là que j'étais rendu, hein, avant que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Alors, à partir de maintenant, donc ces problèmes-là, comment est-ce qu'on va les régler? Et c'est bien que vous arriviez avec des images à ce moment-là, parce que c'est exactement là qu'on va se dire manque de capacité à cause de manque de productivité, manque de productivité. C'est pour ça qu'on n'a pas d'argent. Comment est-ce qu'on va régler notre problème? Ben, c'est là que je fais un lien avec le titre de la conférence pour ceux qui s'inquiétaient. Alors, pour moi, l'équipement en tant que service, c'est sûrement une bonne partie de la solution, hein, pour notre problème de productivité. Et bon, évidemment, si je dis EAAS, sûrement qu'aujourd'hui, ce n'est pas un terme si populaire que ça. SaaS, c'est plus connu, hein, SaaS, Software as a Service. Donc, il y a bien des gens, particulièrement depuis la pandémie, hein, qui arrêtent d'acheter des serveurs, qui arrêtent de s'embaucher des gens d'informatique pour tenir compte de leur réseau, de leurs applications et tout. Alors, ils prennent ça en info nuagique, puis effectivement, en quelque part, on paye à l'usage et c'est moins de trouble. Si on se donne un peu une vue d'ensemble sur l'aspect équipement de tout ça, donc équipement en tant que service, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On peut voir ça sous plein d'appellations. Donc, j'ai lancé plein d'appellations. Évidemment, équipement en tant que service, c'est sûrement
une des appellations les plus connues. Évidemment, toutes les appellations sont en anglais parce que pour l'instant, c'est peut-être dans ce monde-là que c'est le plus connu. Au Québec, c'est pas encore très populaire. Asset as a service. Donc, il y en a un paquet. Machine as a service, robot as a service, et puis automation as a service, technology as a service. Et on finit par anything as a service parce qu'on peut quasiment, finalement, se procurer à peu près, on espère qu'un séjour pourra se procurer à peu près n'importe quoi comme ça. Et les caractéristiques de tout ça, c'est que c'est très axé sur un contrat d'utilisation. Donc, contrat d'utilisation, puis on verra quels sont les impacts autant pour le fournisseur que pour l'utilisateur. Souvent, on va appeler ça un modèle de souscription aussi, un abonnement. Alors, un abonnement, c'est souvent, ça j'aime bien la terminologie, un outcome as a service. Donc, on va payer pour le résultat du produit, non pas pour le produit lui-même. Donc, ça, c'est effectivement, c'est fondamental. Et on paye à l'usage. Donc, ça enlève beaucoup de risques pour l'utilisateur. Ou est-ce que, si j'utilise plus, je paye plus, j'utilise moins, je paye moins. Donc, ça transforme les CAPEX en OPEX, ce qui simplifie drôlement et qui améliore les états financiers. Alors, tout ce qui est as a service, donc, toutes sortes de petites appellations. On a, c'est pas dur de trouver de l'information, hein, les grandes boîtes d'analyse et les grands consultants font souvent toutes sortes d'analyses sur ce genre de thème-là. Ici, j'ai mentionné Gartner, qui est déjà, c'est pas très vieux, et qui disait, en 2023, on prévoit qu'à peu près 20% des équipements industriels pourraient les gens pourraient se les procurer en forme d'équipement en tant que service. Alors ça, et qu'aujourd'hui, je vais vous montrer tout à l'heure, il existe des cas, évidemment, mais aujourd'hui, dans l'ensemble de tout ce qui se vend, c'est assez négligeable, hein, tout ce qui est équipement en tant que service. Alors, si on regarde qu'est-ce que c'est, donc de façon plus détaillée, l'équipement en tant que service, c'est quoi? Premièrement, c'est un modèle d'affaires. Donc, c'est pas tant axé sur le produit, c'est beaucoup plus axé sur le modèle d'affaires. Un modèle d'affaires qui offre une solution intégrale, donc beaucoup moins de problèmes pour l'utilisateur. Donc, on va plutôt payer pour le résultat de ce que le produit nous donne plutôt que payer pour le produit lui-même. Donc, on paye à l'usage. Depuis quand on fait ça? Peut-être que le terme est nouveau pour certains aujourd'hui, pour certaines. Mais un des premiers, c'est sûrement Rolls-Royce avec ses moteurs d'avion qui a commencé à vendre des heures de vol au lieu de vendre des moteurs d'avion. Alors, les compagnies d'aviation payent à l'usage des heures de vol. Et avec ça, Rolls-Royce dit, moi, je vais m'occuper de mes moteurs, je les connais beaucoup mieux que vous. Et puis donc, pour des décennies, et en fait, où est-ce que ça se fait? Évidemment, ça se fait en Europe, ça se fait aux États-Unis, plus qu'ici. Donc, malheureusement, au Québec, on n'est pas encore très dans cette vague-là, bien qu'elle devrait arriver très bientôt. Qui le fait? Donc, on dit dans les moteurs d'avion, Rolls-Royce, GE, donc c'est des cas qui sont bien connus. Xerox, qui est sûrement un des cas aussi super connus à l'époque, il y a sûrement 30 ans, je pense, faisait un photocopieur qui coûtait plus que 25 000 $, donc personne ne l'aurait acheté. Et ils se sont mis plutôt à dire, non, utilisez mon photocopieur et je vous charge à la feuille, à la photocopie. Et il disait encore mieux, vous allez voir que ça va vous revenir moins cher que si vous achetez quelque chose d'un concurrent. Puis, il semblerait que Xerox ait bien réussi parce que depuis des décennies, il fonctionne toujours sur ce mode-là. Michelin, qui vend du kilométrage sur des camions, donc vend du kilométrage au lieu de vendre des pneus. Continental fait la même chose. Volvo Truck, Mantrock, donc des gens aussi qui vendent, eux, plus flexibles. Ils peuvent charger au poids transporté, au kilométrage. Donc, ils ont une multitude de façons de charger l'utilisation des camions. Caterpillar, comment tu faire? Donc, un paquet, Otis, qu'on est dans les ascenseurs, Skyline Robotics, c'est un beau robot de lavage de vitres. Il loue ça quasiment comme le prix d'un employé. Hilti, qui vend des perceuses à impact pour mettre des ancrages dans le béton. Donc, vend des trous au lieu de vendre des perceuses à des entrepreneurs en construction. SKF, c'est bien connu sur ses roulements. Philips, qui dit, je vais vous vendre de l'éclairage, de la lumière. En fait, je vais vendre de la lumière au lieu de vous vendre des ampoules. Alors, ça aussi, ça devient intéressant. Et puis, comment ça se fait? Comment on met ça en œuvre? En fait, c'est que le fabricant s'occupe de tout. L'utilisateur ne fait que bénéficier du résultat du produit. Et comme le fournisseur s'occupe de tout, là, effectivement, vous voyez qu'il y a peut-être un petit défi dans ça, mais en quelque part, c'est le fournisseur qui est le mieux placé pour bien designer l'équipement au moindre coût sur le coût du cycle de vie au complet. Et puis, c'est lui, des fois, qui a beaucoup d'informations sur son produit qu'aucun utilisateur peut aller chercher. Alors, le but ultime, évidemment, c'est de réduire le coût de cycle de vie. Et le pari dans ça, c'est de dire, si on garde le fabricant dans notre boucle, si on se met amis et qu'on travaille ensemble, on peut réduire le coût total du cycle de vie et les deux vont gagner. Alors, encore une fois, c'est pas dur de trouver des trucs. Ici, j'ai pris celui de Deloitte qui dit
Il y a différents niveaux. J'ai mis des commentaires moi-même. Donc, en bas, hein, simplement, en bas, c'est de dire, ben, j'achète l'équipement, il est juste à moi, je ne dois plus rien à personne et je m'occupe de tout. Alors, c'est à peu près le mode hein, qui est le plus utilisé présentement. Évidemment, on peut améliorer ça un peu en disant, ben, on va prendre des contrats de service, souvent pour améliorer la logistique. On va dire, bon, ben, écoute, les pièces, je ne vais pas mettre toutes les pièces disponibles en entreposage, c'est toi qui vas les garder pour moi et tout. Une autre façon, c'est de dire, ben, aide-moi dans l'entretien. Dans le fond, prendre un contrat de service, je n'ai pas besoin d'avoir mes employés qui connaissent tous les détails, qui ont eu toutes les formations nécessaires. Donc, envoie-moi des gens spécialisés qui vont faire du bon travail dans un bon temps. Ils auront les outils spécialisés. Et aussi, on pourrait dire, ben, à la limite, conseille-moi. Il existe aujourd'hui hein, des services avancés en disant, ben, le fournisseur est capable de voir venir des choses et va vous faire des recommandations en disant, ben, écoutez, moi, je vois que là, ça commence à être le temps de faire ci, faire ça. Et ultimement, ben, on va voir que l'équipement en tant que service, dans sa notion la plus pure, ben, ça comprend tout ça et même plus. Hein, et même plus, et entre autres, ça va aller jusqu'à dire, ben, moi, je m'occupe de tout. Et c'est là qu'on va voir que peut-être que lorsque le fabricant s'occupe de tout, il ne va peut-être pas fabriquer de la même façon. Il n'y aura pas la contrainte du prix de vente. Hein, parce que le prix de vente, moi, j'ai beaucoup de mes amis, je suis ingénieur, beaucoup d'amis ingénieurs qui designent des produits. Et le fait de faire des compromis de design pour rentrer dans un prix de marché, même si tout le monde sait que souvent un compromis sur le prix hein, d'achat, on va le payer après. Et tout le monde s'en doute bien, mais bon, il faut croire que les humains ont cette faiblesse-là. Ils veulent acheter au plus bas prix, au plus bas soumissionnaire conforme, juste sur le prix d'achat. Alors que lorsque le fabricant demeure propriétaire et doit mettre la tête sur la bûche pour dire, je te garantis que cet équipement-là va fonctionner à 30% du temps. Ben, moi, tous les gens que je connais qui designent m'ont dit, ben là, je ne designerai pas de la même façon. À ce moment-là, je ne mettrai pas les mêmes moteurs, je ne mettrai pas les mêmes pompes, je ne mettrai pas les mêmes choses. Et ils vont être capables de faire des produits qui vont être beaucoup plus durables, dans certains cas, beaucoup moins énergivores même, et surtout beaucoup moins de problèmes pour celui qui s'en sert au bout parce qu'on va prévenir les problèmes, hein, on va avoir une bien meilleure fiabilité de façon intrinsèque. Sachez que je suis un prof de fiabilité, donc j'aime bien parler de ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la synergie, si on accepte bon, je veux dire de se marier quasiment avec le fournisseur, ça veut dire qu'on va bénéficier de plein de choses. La première chose, c'est que l'utilisateur n'a plus à financer. Si on paye à l'usage, ça veut dire qu'au lieu d'acheter une machine d'1 million de dollars, ben, je vais payer un certain montant à chaque semaine ou à chaque mois. Et ça veut dire que ben, ça fait du bien dans mes états financiers. Hein. Ça me soulage d'une grosse charge CAPEX qui, dans bien des cas, est un peu lourde à traîner. Côté maintenance aussi, ben, ça fait que si c'est le fournisseur qui est responsable de faire fonctionner l'équipement, ben, je viens de sauver beaucoup d'efforts, moi, de maintenance pour ne serait-ce que comprendre comment bien l'entretenir. Et deuxièmement, ben, d'avoir le temps de faire tout ça. Toutes les perturbations opérationnelles, imaginez-vous aussi un fabricant se mettait à fabriquer un peu différemment pour que ses équipements soient beaucoup plus durables, ben, nécessairement, tous les problèmes, hein, les pannes d'équipement, ben, il y en aurait moins. Et ça veut dire que c'est une fortune. Dans bien des cas, les perturbations opérationnelles conséquentes à un bris d'équipement sont beaucoup plus dispendieuses que le bris de l'équipement comme tel. Alors ça, c'est encore une fois une façon d'économiser beaucoup, de sauver plein d'argent sur le cycle de vie. Le coût de l'énergie, moi, je connais beaucoup de fabricants qui font des équipements industriels, veut pas énergivores. Et souvent, ils disent, les clients utilisent tellement ça de la mauvaise façon. Moi, si je pouvais les aider, ben, je ferais quelque chose qui les aiderait beaucoup. Alors, ça aussi, le fabricant pourrait contribuer énormément à faire sauver l'énergie. Le coût des pertes, donc les pertes de matières premières, dans bien des cas, beaucoup d'équipements, ça ne marche pas toujours 100% dès qu'on le met on, faire quelque chose. Et ben, ceux qui connaissent un peu les équipements, le TRG, le taux de rendement global, donc le fabricant, s'il travaille bien avec l'utilisateur, ce sera très facile d'augmenter la disponibilité, ce sera très facile d'augmenter le rendement et ce sera très facile d'améliorer aussi le niveau de qualité. Donc, ça fait une équipe gagnante de travailler à deux comme ça. Évidemment, ça enlève, entre guillemets, le sentiment de propriétaire de dire « Ah, j'ai mon équipement, c'est juste à moi, j'ai plus rien à payer à personne. » Non, par contre, tu as payé tellement cher au début et les petits problèmes que tu vas avoir vont te coûter tellement cher qu'en bout de compte, ça coûte bien moins cher un petit abonnement à l'usage en fonction de ce que tu utilises. Si tu utilises, tu payes plus. Si tu n'utilises pas, tu ne payes pas. Alors, c'est beaucoup moins risqué. En quelque part, c'est beaucoup plus avantageux. Alors, sachez que moi, je suis un gars de fiabilité. Donc,
Probablement que plusieurs personnes ont entendu parler d'une courbe en baignoire, où est-ce qu'au début, d'habitude, en début de vie, il y a des problèmes de jeunesse, donc c'est une terminologie très humaine. Par la suite, il y a une période qui devrait être très longue ici, la période jaune, où est-ce que ce sont des défaillances qu'on dit aléatoires, donc beaucoup plus difficiles à prévoir, et à la fin, des défaillances de vieillesse et des pièces qui ont usé, qui vont casser et tout. Alors, la grande surprise, c'est que, ça coûte bien moins cher ici. Oui, effectivement, il y a de l'argent, mais si je peux sauver ces problèmes-là, je vais en sauver encore plus. Travailler ici, je ne sauverai pas tant d'argent que ça parce que oui, je peux bien étirer un petit peu la période de vieillissement, mais je ne fais pas des miracles. Alors que si je design autrement, là, je peux faire sauver une fortune parce que je vais prévenir un paquet d'équipements, un paquet de défaillances. Alors, pourquoi je m'intéresse tant à ça, moi, c'est que j'aime dire ces trois types de défaillances-là, d'ailleurs, plein de gens à qui je parle, je leur demande toujours quel est le pourcentage de défaillances que vous avez dans chacune des trois catégories. C'est extrêmement rare que quelqu'un est capable de me répondre à ça. Et ce que ça induit comme problème, c'est que ce sont trois causes différentes et ce sont surtout trois prescriptions différentes qu'il faut y mettre. Alors, trois prescriptions différentes, c'est que des problèmes de jeunesse, souvent, on va travailler sur la formation du personnel. Ça sert à rien de travailler sur comment acheter des pièces plus vite, comment refaire les remplacements plus vite. Il faut arrêter l'hémorragie des problèmes de jeunesse. Par la suite, l'utilisation, comment faire pour régler ces problèmes-là. Ça, ce sont des problèmes qui arrivent lorsque la sollicitation est plus grande que le design. Alors, il y a deux façons. Soit que je renforce le design pour que la machine soit beaucoup plus robuste, soit que je gère l'utilisation, ce qu'on n'est pas habitué de faire, mais qui est très faisable. Et le dernier, c'est évidemment les problèmes de dégradation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça le mieux? C'est ce qu'on a décidé de faire en aéronautique il y a déjà très longtemps. C'est de mettre des boîtes noires sur nos équipements. En pratique, vous voyez que les boîtes sont rouges, ne sont pas noires. Là. Mais aujourd'hui, quand on instrumente des équipements de production, ça revient un petit peu à mettre une boîte noire dessus, une boîte enregistreuse qui va monitorer, qui va enregistrer un paquet de signes. Et avec ça, on va être capable là, de faire une bien meilleure analyse de la situation. Et il y a tout le domaine de la maintenance 4.0 qui tombe en ligne de compte pour prévenir les problèmes. Donc, moi, j'aime dire, j'ai 4 grandes catégories. On voit très bien que l'utilisateur a un intérêt, puis croyez-moi qu'avec le CEI Montréal, on fait des activités, et puis on en a fait une grosse juste la semaine passée, et il y avait beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui aimeraient acquérir de la technologie de cette façon-là, et on travaille avec des associations de manufacturiers, et eux aussi disent, écoutez, s'il y a de la demande, nous, on va embarquer dans la danse aussi. Alors ça, c'est intéressant. Évidemment, qui est-ce qui manque? Souvent, les gens qui font... Moi, je ne pense pas que faire de l'équipement en tant que service pour un fournisseur, ça veut dire qu'il doit tout réinventer. On l'a vu, la complexité technologique. Donc, il va falloir nécessairement se faire donner un coup de main par des spécialistes en technologie 4.0. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a. Il y en a à Montréal, il y en a au Québec. Donc, on est très bon là-dedans. Donc, des gens qui sont capables de travailler, ne serait-ce que le CIMEC. Ça fait déjà quelques mois qu'on parle avec le CIMEC de faire un projet pilote avec l'équipement en tant que service. Donc, moi, ça me fait plaisir là, si on peut le concrétiser, ça va être excellent. Donc, oui, ça prend un utilisateur qui utilise des équipements de production. Ça prend des fournisseurs qui sont capables de bâtir des équipements de production performants. Moi, je pense que ça va nécessiter des partenaires technologiques 4.0, des gens, ce matin, on avait Sébastien qui nous parlait de la plateforme que le CIMEC a développée. Donc, c'est beaucoup d'investissement. Ces plateformes-là, il ne faudrait pas que chacun des fournisseurs décide de réinventer sa roue. Ça coûterait très cher. Tes plateformes, il est pas rare, c'est en centaines de milliers de dollars, en millions de dollars, si on veut avoir quelque chose de performant. Donc, c'est important de travailler aussi. Moi, je pense que le fournisseur qui veut donner un service d'équipement en tant que service va devoir lui-même utiliser des services sur de la technologie 4.0. Et l'autre partenaire aussi qu'il ne faut pas oublier, un autre beau petit graphique pris des petits amis consultants, quand un fabricant, avant, s'il faisait une grosse machine, il en vendait $1 million, j'exagère, à la fin du mois, il n'y avait pas son million à la fin du mois, mais presque, il se faisait payer son $1 million et tout était fini. C'était clair, il y avait son argent, il y avait ses coûts et il y avait son profit directement. Maintenant, il va dire, là, ça va me coûter le même prix, mais je vais plutôt avoir quelques, mettons, milliers de dollars par semaine ou par mois, ce qui va être très long avant de regagner mon million. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que souvent, ce mode de service-là va faire que
Ses coûts vont augmenter parce qu'il va en vendre plus, ça va être plus facile d'en vendre plus, mais ses revenus, un de ces jours, il y a un creux à passer. Après ça, ça va aller mieux parce qu'une fois que ses revenus sont stabilisés puis qu'il y a une masse critique et que, bon, à chaque semaine, il rentre de l'argent, là, c'est excellent parce qu'il y a des revenus stables et c'est une situation qui est nettement préférable. Mais pour passer le creux, ben, c'est là que moi, je pense qu'il y a des partenaires financiers. Et déjà, bon, la semaine passée, avec l'atelier qu'on faisait avec bon, une association professionnelle, l'association de fabricants, ben, déjà, on avait 2, 3 banquiers là, qui étaient très intéressés à dire, ben, moi, je vais en savoir plus, on va étudier ça, on va regarder ça autrement, et puis c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, j'achève, j'avais 25 minutes, je vais laisser un peu de temps pour les questions. Moi, je dis qu'équipement en tant que service, c'est une solution à nos problèmes économiques. Et puis, évidemment, ça va prendre la technologie, ça va prendre l'intelligence artificielle pour être capable de gérer tout ça. Mais pour l'utilisateur, ben, lui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a plus besoin de financer ses équipements. Il va payer à l'usage, qui est nettement moins cher. Il n'entretient plus, ou sinon quasiment plus, peut-être des petites tâches très légères. Il gère plus ses pièces de rechange. Il évite les grosses perturbations parce qu'on prend pour acquis que son fournisseur, s'il travaille en partenariat avec, va être capable d'en prévenir beaucoup plus que ce que lui est capable de faire. Il n'y a pas à déterminer le moment, ou ça aussi, le cycle de vie. Souvent, les gens qui achètent un équipement tardent à le remplacer, alors que dans bien des cas, il y a un avantage important. Donc, c'est sûr que c'est le fournisseur qui est le propriétaire et lui est payé avec le rendement que ça donne. Il va gérer le cycle de vie beaucoup mieux là, pour dire, bon, je vais le faire. Et puis, ben, évidemment, moi, je pense que l'argument le plus fort aujourd'hui, je vois plein de gens dans des compagnies qui passent un temps fou à essayer de faire fonctionner leur usine et qui ne parlent pas à leurs clients. Alors que ça devrait être l'inverse. Il faudrait nécessairement que ces gens-là, que chacun se concentre sur son client et il faut simplifier sa vie au point de vue des opérations et ça va aller beaucoup mieux. Pour le fournisseur, la multitude d'avantages, il fournit plus d'équipements parce que nécessairement, ça facilite, ça baisse la barrière à l'entrée. Donc, beaucoup plus de gens vont être intéressés à avoir de ces équipements. Il est plus contraint à faire de ce que je disais tant, c'est compromis de design pour abaisser le prix d'achat. Il n'y a plus de prix d'achat. Il est plus intéressé à vendre des pièces et de la main-d'œuvre parce que maintenant, c'est lui qui paye ça. Donc, il y a avantage à designer autrement. Et là, toutes les techniques de maintenance 4.0 qui en soi nécessiteraient une petite conférence juste là-dessus, mais c'est là qu'on va faire des gains super importants. Il peut recycler des pièces, donc en termes de développement durable, en termes d'économie circulaire, ça c'est intéressant. Je me dire, moi, quand Xerox vient vous porter un nouveau photocopieur chez vous, l'extérieur est flambant neuf, beau plastique, des beaux écrans de plus en plus gros, de plus en plus de couleurs. Mais ce qui est à l'intérieur, ben peut-être que vous pourriez, surprise, de savoir qu'il se pourrait qu'il y ait des vieux moteurs, des vieux engrenages, des vieux rouleaux, parce que le papier 8,5 par 11 qu'on imprime est le même depuis des décennies. Et eux, ça fait des décennies qu'ils roulent en mode équipement en tant que service. Et souvent, ils font des améliorations, mais il y a des choses, ils ont pris des super bons moteurs, des super bons engrenages, et avec ça, ils peuvent les recycler d'une fois à l'autre. Alors, pensez à tous les fabricants de machines qui, et quand on met une machine au rebut, il y a un paquet de composants qui sont encore très bons. Malheureusement, on les jette. Alors, en mode équipement en tant que service, ça permet de récupérer ça. Évidemment, le fournisseur va stabiliser après avoir passé mon petit poisson. Là, une fois qu'il a passé le poisson, après, ses revenus, ça rentre à chaque semaine, à chaque mois, ce qui est nettement plus intéressant que d'avoir un gros cash flow de temps en temps. Et puis, ben, ça lui permet de charger, en plus de vendre son équipement, ça lui permet de charger un service à très grande valeur ajoutée pour son client. Donc, les deux vont gagner avec ça. Alors, juste pour vous dire, ben, si jamais il y en a qui veulent être des leaders d'équipement en tant que service, ben, moi, je suis en train de me monter une grosse gang là, où est-ce que je monte une base de données sur qui sont les fournisseurs qui voudraient bien fournir des équipements en tant que service. On va regarder qu'est-ce que ça prend, c'est quoi les projets qu'il faut faire. S'il y en a qui sont des utilisateurs potentiels qui disent, moi, j'aimerais embaucher un robot à l'heure, un robot en tant que service, ben ça aussi, on est en train de monter une base de données pour dire, bon, ben ceux qui sont intéressés, et on va s'arranger. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'à Montréal, on est un foyer d'intelligence artificielle, donc on va être bien placé pour faire ces choses-là. On travaille avec des startups, au CEI d'ailleurs, on a un deuxième étage où on laisse des bureaux à des startups là, qui ont souvent des solutions très innovantes, très intéressantes à proposer. Monsieur Liu, il vous reste une petite minute. J'ai fini, c'est là. Alors, il y a un riche écosystème, on en a parlé. Donc, pensez aux universités, évidemment, je pense à la mienne, les laboratoires de recherche et tous les organismes là, qui vont. Donc, moi, je pense que l'équipement en tant que service, c'est une très belle solution économique. Et puis surtout, ben, c'est un sport d'équipe. C'est tout.
Merci beaucoup, M. Rioux. Donc, on va prendre quelques instants là, pour pouvoir prendre les questions dans le chat. On va juste attendre un petit 30 secondes, là, comme il y a un délai, étant donné qu'on présente en direct sur la plateforme. Donc, juste s'assurer là, que les questions peuvent entrer dans le chat. Moi, en attendant, j'en aurais une question. D'abord, ben, bravo pour votre présentation. C'est vraiment très, très intéressant. Je voulais savoir, vous proposez beaucoup de solutions à la productivité, puis en ce moment, on est vraiment dans dans des enjeux de pénurie de main-d'œuvre et de productivité. Puis est-ce que vous avez été approché par des politiciens ou est-ce que vous avez proposé ces solutions-là à des politiciens? Parce qu'en ce moment, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, ils sont en quête de solutions et ça m'apparaît comme étant quelque chose à envisager, là, ce que vous proposez. Ben, pas plus tard que demain, au Centre d'expertise industrielle de Montréal, avec Développement économique Saint-Laurent, on fait une conférence aussi toute la journée. Et devinez, ma conférence, elle s'appelle Équipement en tant que service. Et devinez qui sera là? M. Fitzgibbon. Je pense qu'il y a un petit peu d'intérêt dans ce genre de choses-là. Donc oui, effectivement, on tourne autour, on commence à approcher les politiciens. Et moi, autant du point de vue économique avec les gens de Développement économique Saint-Laurent et le CEI Montréal, et autant à l'école avec l'ETS aussi, on essaie pas de se réinventer, mais ce qu'on fait est bien, mais d'ajouter quelque chose en plus. Donc, en plus des stages qu'on fait déjà beaucoup, je veux augmenter les stages de deuxième cycle et je veux même faire, entre guillemets, un petit centre de productivité là, pour être capable d'offrir ponctuellement du service d'étudiants compétents là, pour développer ce genre de projet-là. Donc, oui, politiquement, pour l'instant, on en parle un peu, puis c'est pas finalisé notre affaire, mais on a une bonne oreille. On a une très bonne oreille. Mais c'est vraiment super d'entendre ça, là, vraiment. Donc, félicitations. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en vois pas dans le chat encore. En fait, j'ai une question de Félix Lambert qui dit: est-ce que ce mode de fonctionnement équipement en tant que service ne pousse pas le consommateur à changer facilement vers un compétiteur qui fournit un service équivalent? Donc, excellente question. Ça, effectivement, ben, c'est un peu comme, on aime dire souvent en blague, on va Spotifyer l'industriel, là, mais ben, de ce qu'on comprend, c'est que quand on regarde ceux qui le font depuis des décennies, ont une loyauté extraordinaire envers parce que ça demande, entre guillemets, une relation un peu plus intime, là, ou un peu plus mieux organisée que de dire ben, à chaque fois que je veux quelque chose, je pars en soumission, puis je fais un appel d'offres, puis tout. Alors moi, pour l'instant, de ce que j'ai compris dans le monde industriel, il n'y a pas tant de butinage que ça. Puis s'il y en avait, ben, quelque part, ça ferait juste augmenter la compétitivité, je pense. Ou il y a des fois des mises en garde en lien avec ce genre de questions-là. C'est si moi, j'ai un robot collaboratif qui se programme sur place, alors ça coûte pas cher. Un de mes clients le veut, je lui loue, puis demain matin, il ne le veut plus, je le prends, je le donne à un autre, et puis il n'y a pas de problème, là, je le passe comme ça. Évidemment, si j'ai un gros robot industriel qui demande un design et qui va coûter 10 fois le prix du robot, ben là, c'est certain que le jour où quelqu'un me dit: bon, je veux ton robot, mais viens donc l'enlever pendant mes vacances de Noël, je ne veux pas le payer pendant ce temps-là. Voilà, on va s'entendre qu'il va y avoir des clauses sur un petit peu une longévité de notre relation là, pour au moins éponger la partie qui n'est pas transférable. Et ça existe depuis longtemps. Donc, tout ce qui est automation as a service, il y a du vécu là-dedans. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Donc, il y a des proportions qui disent, ben, écoute, il y a un minimum. Là, ce que j'ai investi en temps, ce n'est pas transférable. Ça va bien falloir que quelqu'un finisse par le payer. Donc, il y a un minimum d'abonnement. Et après ça, bon, on peut briser l'abonnement. Donc, tout ça pour dire que ben, je ne pense pas, moi, que ça permet de butiner sans arrêt parce que, veut pas, des équipements industriels, ça ne change pas comme on change de chanson sur notre téléphone. Oui, non, c'est ça. C'est pas comme passer d'un service Internet de Bell à Vidéotron. Là. Ça se fait pas facilement. Ça prend ça prend quand même plus de logistique. Puis j'imagine qu'il peut y avoir aussi des contrats qui sont signés avec ces fournisseurs-là. Du genre, si on voulait un robot, ben, vous l'avez pour minimum tant d'années, juste comme ça. Là. Ben, c'est ça qu'il faut amortir les frais qui ne sont pas transférables ailleurs. Et surtout, ben, il faut bien comprendre qu'un fournisseur qui investit pour apprendre un peu le comportement de ses équipements, ben, je ne suis pas sûr que peut-être que ça va amener à une spécialisation. C'est plus tout le monde qui va être universel. Donc, déjà, c'est moins facile de butiner à chaque jour d'un à l'autre parce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des créneaux un peu plus spécialisés, où est-ce qu'il va avoir un point de vue. Dans ce cas-là, le fournisseur a un point de vue parce que lui, il prend les données à tout le monde. Il n'y a pas un utilisateur qui peut avoir des bonnes données comme lui. Donc, s'il y a deux fournisseurs qui fournissent à peu près la même chose,
qui ont à peu près les mêmes données, ben économiquement, on sait que ça va fusionner. Oui, tout à fait. Ouais. Parfait. Et ça va créer de la valeur, c'est ça l'important. Oui, complètement. Ben, merci beaucoup. Je vais juste faire une dernière vérification s'il y a d'autres. Donc, non, on est un petit peu en retard, donc on va passer peut-être tout de suite au prochain conférencier. Je vous remercie, Michel, puis j'imagine que vous êtes disponible via LinkedIn ou en tout cas, on pourra retrouver Pas dur à vos trouver. coordonnées. Michel Rio ETS ou Michel Rio CEI Montréal, je ne suis pas très dur à trouver. Ouais. Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup de votre temps. Donc, on va passer au prochain conférencier qui est Alain Renaudin du C2MI.